Nous voilà pour l'instant face à la meilleure série de l'année. Shogun. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, quand vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Shogun est l'histoire d'un Anglais qui arrive au Japon et se fait capturer. Progressivement, il va apprendre de plus en plus la culture japonaise, jusqu'au moment où il sera en plein milieu d'un énorme conflit politique. Vous le savez, j'ai déjà fait la critique des 2 premiers épisodes de Shogun, lorsque la série a été pour la première fois diffusée, et j'avais commencé aussi à faire les épisodes d'après. Mais j'ai arrêté pour plusieurs raisons, je vais être honnête avec vous. Premièrement, parce que 3 des 9 mardi, je n'étais pas dispo. Et en vrai, c'était juste pas sérieux. Ou tu fais tous les épisodes toutes les semaines et tu fais confiance aux spectateurs pour qu'ils reviennent toutes les semaines, ou tu fais pas du tout. Et moi, je pouvais pas être dispo tous les mardis parce que je l'avais pas prévu à l'avance. À la base, je voulais pas faire tous les épisodes, donc j'ai mal géré. C'est la vérité. C'est mon erreur, j'ai mal géré. Vous étiez nombreux à me demander de faire les épisodes chaque semaine. J'ai vraiment super mal géré. Et vu que j'ai mal géré, forcément, vu que vous aviez pas votre rendez-vous hebdomadaire, ça faisait moins de vues. Et sur YouTube, lorsqu'une vidéo fait moins de vues, puis celle d'après en fait aussi moins de vues, c'est hyper dur pour que l'algorithme te remette un peu dans la boucle. Donc en vrai, si j'avais tous mes mardis disponibles, que je fasse moins de vues sur une vidéo par semaine alors que j'en sors 5 ou 6, ça va. Mais c'est vrai que là, c'était juste pas tenable comme timing. Pourtant, j'aurais voulu faire tous les épisodes. J'ai regardé tous les épisodes de manière personnelle chaque semaine et ça aurait été vraiment intéressant de faire ça chaque semaine. Mais malheureusement, j'ai vraiment mal géré. Pour les prochaines séries, j'essaierai de mieux gérer cet aspect-là. Et pour ceux qui se demandent où sont ces vidéos, je les ai mis en non répertorié pour pas que l'algorithme fasse un peu n'importe quoi. Et je vais éviter de répéter ce que j'ai dit dans la première vidéo, mais je vais quand même rappeler un peu le contexte rapidement pour ceux qui connaissent pas la série. C'est une série américaine tournée au Canada qui parle du Japon féodal. Et vous vous dites que c'est pas très sérieux de base comme concept, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tourné au Japon comme la première série des années 80? Parce que oui, c'est une adaptation d'un livre, c'est un livre anglais, et il y a déjà eu une série à l'époque que j'ai regardé un peu en parallèle, mais c'était assez intéressant de voir un peu comment les 2 séries ont adapté le même bouquin. C'est les années 80, donc c'est un petit peu mal vieilli, mais c'était assez particulier tout de même, et pas mauvais, loin de là. Mais de toute façon, même si le fait que c'était une série américaine sur le Japon, filmée au Canada, posait problème, Hiroyuki Sanada n'aurait pas accepté. Oui, il joue le personnage de Toranaga, l'un des personnages les plus importants, si ce n'est pas le personnage le plus important de la série, et il a lui-même dit, pour qu'il vienne faire cette série en tant que la personne la plus importante de la série, il fallait que la série soit fidèle aux coutumes, au décor, à l'environnement japonais. Il fallait que tous les acteurs soient japonais, en tout cas ceux qui sont réellement japonais. Il fallait embaucher des vrais acteurs japonais et il fallait faire un vrai travail pour mettre en avant la culture japonaise correctement. C'est aussi pour ça qu'il est producteur de la série. Et c'est marrant parce que c'est son premier gros rôle principal occidental, je dirais, parce que oui, il a une carrière de 60 ans presque. Il a commencé à jouer à 5-6 ans, donc il a une énorme carrière et c'est l'un des acteurs japonais les plus connus en Occident, surtout aux États-Unis et Hollywood, je dirais même. Et il a jamais vraiment eu de rôle principal à Hollywood durant toutes ces années-là. Quelques exceptions près, mais dans une grosse série ou un gros film, ça a toujours été un rôle secondaire. Il a toujours été excellent, mais ça a toujours été un rôle secondaire, et là, il porte enfin une série. Et il est d'ailleurs content que beaucoup d'acteurs japonais, comme d'ailleurs l'actrice qui joue Mariko, gagnent en popularité et puissent porter des séries à elles-mêmes en étant japonaises. Il a dit qu'il est content de l'évolution à Hollywood par rapport à ça, parce que oui, vous l'avez vu, hein, Mariko, en tout cas l'actrice, Anna, a joué dans Monsters Legacy où elle avait le rôle principal. Ça reste comme une grosse série. Donc il est content, et il est content de la manière dont la série a respecté la culture japonaise. Un exemple tout bête, les scénaristes ont écrit la série en anglais. Ensuite, ils ont demandé à des japonais de traduire la série, et ensuite, avec la traduction, ils ont demandé à des traducteurs japonais de l'époque, c'est-à-dire qui pouvaient mieux adapter le langage au Japon du XVIIe siècle, de retraduire la série. Donc, même en termes de langage, visiblement, la série est très fidèle parce qu'ils voulaient vraiment respecter le plus possible l'ambiance. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tourné au Japon? Ça, on n'a pas vraiment les réponses. La boucle aurait été bouclée, mais c'est pas très grave parce qu'on n'a pas du tout l'impression que c'est tourné au Canada dans la série. C'est vraiment respecté, les décors sont super, ils ont construit un énorme studio pour reconstruire tous les intérieurs, que ce soit les maisons japonaises, que ce soit les petites cours intérieures, que ce soit d'énormes éléments sur des plages en extérieur, la manière dont ils mettent en avant les forêts, les falaises, bref, ils ont fait un super travail pour nous plonger dans une ambiance ou en studio, ou sur un navire, ou tout simplement en extérieur. Les forêts, la brume, les lacs, tout est vraiment top et on ressent vraiment le côté japonais, alors que c'est pas du tout le Japon. Et sur ça, ils ont fait un super travail, on est clairement immergé dedans. Alors oui, les effets spéciaux sont pas toujours parfaits, surtout quand t'as ces énormes plans sur des villes comme Osaka, ou alors quand t'as des personnages qui sont juste sur un fond très blanc, t'as pas l'impression que c'est en extérieur. Mais bon, là je chipote, ça dérange à aucun moment dans la série. C'est pas parfait, mais il y a énormément de travail sur les coutumes, sur les costumes, sur les armes, sur tout.
T'y crois à fond? Oui, on est d'accord que c'est pas un Kurosawa, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous êtes fan de samouraï et de Japon féodal, c'est sa filmographie à lui qu'il faut regarder entre autres. Vous pouvez commencer par Ran, si vous voulez. Même si ça aussi c'est un peu spécial parce que c'est une adaptation de Shakespeare, mais peu importe. Et pourquoi c'est important de respecter la culture japonaise? Parce que la série parle de ça. La culture japonaise est vraiment passée au peigne fin ici de toutes ses manières, en tout cas la culture japonaise féodale. Cette culture facilite énormément la mort et le sacrifice. La vie n'a pas du tout la même valeur que dans les cultures occidentales. Que cette mort soit punitive ou symbolique, qu'elle existe uniquement à cause d'une loyauté aveugle ou d'un système de domination géré par des hommes, le patriarcat qui est instauré là-bas, la mort n'a pas la même valeur qu'en Occident. Et c'est là que le choc des cultures va se faire. Mais en même temps, ce choc des cultures, il marche dans les deux sens. De l'autre côté, les Japonais ont beaucoup d'ordre, sont bien plus ouverts d'esprit sur plein de questions, sont plus propres, ont un sens de la hiérarchie, de la politique très organisé, où la trahison c'est extrêmement mal vu et il faut toujours respecter les coutumes et les règles. Ce qui est paradoxal parce que les Britanniques de la série pensent à la base que ce sont des sauvages qui n'ont ni foi ni loi, alors que ça marche dans les deux sens. De l'autre côté, les Britanniques vont encore plus mettre en avant la vie humaine et ils seront peut-être un peu plus barbares, eux, dans certaines choses. Et c'est ça qui est important, c'est la plongée dans la langue et la culture via le regard du personnage principal, le personnage de Blackthorn, qui lui arrive et découvre ce monde et nous aussi en tant que spectateurs, on le découvre. Et c'est là qu'il y a un truc hyper important, c'est la plongée dans la langue, parce que forcément, il y en a qui parlent anglais, même si dans la série en soi, ils parlent portugais. Pour la série, ils l'ont gardé en anglais, et les Japonais parlent japonais. Il faudra lire des sous-titres, quoi qu'il arrive. Je crois aussi en VF, et tant mieux, parce que sinon la série n'aurait aucun sens, parce que la traduction et la manière dont l'information circule dans la série est la chose la plus importante de la série. La dynamique la plus importante sera la manière dont les Anglais et les Japonais communiquent. Et la personne qui traduit sera plus qu'importante. Parce que la personne qui va traduire, c'est souvent Mariko d'ailleurs, pourra dire ce qu'elle souhaite en soi sans que personne ne vérifie. Donc ça lui donne énormément de pouvoir et en même temps, elle est là pour faire la transition. Si le Britannique va dire un truc qui gêne, elle va un peu adoucir les mots. Au contraire, elle peut ne pas dire la vérité. Elle peut manipuler les mots. Elle peut changer complètement la situation. Elle peut traduire différemment. Bref, tout est fait là. Toute la série se passe dans la traduction et dans la manière dont les gens communiquent. La langue est un moyen d'intégration, mais aussi un énorme outil politique, même entre les Japonais entre eux. Parce que la manière dont les gens communiquent change absolument tout dans la politique, surtout dans une société qui est très basée sur les rituels et sur les règles. En plus de ça, sont mélangées différentes religions, surtout la religion chrétienne qui essaie de s'imposer de plus en plus au Japon avec beaucoup de succès. Et forcément, vous additionnez toutes ces choses-là. La religion chrétienne qui vient s'instaurer de plus en plus, les rituels japonais, la société japonaise, la politique japonaise, les coutumes japonaises et un peu, entre guillemets, la barbarie britannique qui arrive ici avec ses avantages et ses défauts, les soucis de traduction, les mensonges, la manipulation, les différents conflits qui soient pécuniers ou tout simplement moraux, les ambitions politiques de certaines personnes qui vont complètement être en opposition avec leur sens de la moralité. C'est ce qui fait de cette série une grande série politique. Tout le monde se bat pour ses intérêts et ses motivations et toi en tant que spectateur, tu ne les connais pas réellement. Tu ne sais pas lorsque les gens mentent, tu ne sais pas lorsqu'ils sont honnêtes, tu ne sais pas lorsqu'ils disent pas toute la vérité. T'es confus parce que tu ne sais pas vraiment qui croire, comment, et c'est ça qui crée du stress, du suspense et de l'intensité. Parfois, certains dialogues vont devenir tellement stressants et intenses parce que tu sais qu'il y a un truc qui cloche, ou alors tu sais que quelqu'un ne devrait pas se comporter d'une telle manière, parce que tu sais que quelqu'un manigance, et la série joue sur ça. C'est que des dialogues, et je le précise, il n'y a quasiment pas d'action. Ne vous attendez pas à voir des énormes guerres, c'est important de le préciser parce que beaucoup de gens vont être déçus. Je dis pas qu'il y a zéro action, il y a des choses, mais vous attendez pas à 3 épisodes d'1 heure sur une bataille. Et ce qui est fort, c'est que tout le monde manipule tout le monde, tu sais pas qui est honnête, et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde le fait. Les politiques, les généraux, les enfants des généraux, les courtisanes, les commerçants, tout le monde manipule tout le monde pour leurs propres intérêts. Les prêtres et tout ce que vous voulez. Le fait que tu ne puisses croire personne crée des vrais retournements de situation efficaces. Et même si tout est expliqué à la fin, il faudra pas analyser plus que ça, mis à part le fait d'écouter parce qu'ils expliquent vraiment tout, la tension reste présente constamment. Parce que tu sais pas comment ça va finir. Et c'est pour ça que tu t'attaches aux personnages, parce qu'ils se battent d'un côté pour leur sens moral et en même temps pour leurs convictions et ambitions. Et même si c'est une énorme série politique qui est basée sur la communication, il y a quelques moments d'action tout de même, je précise, il y en a quand même quelques-uns, il y a pas mal d'humour, et c'est fort la manière dont l'humour peut se transformer en scène de stress très rapidement. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'apport qu'a la série à la poésie. C'est une série qui prend son temps, encore une fois, c'est pas la série la plus rythmée du monde, mais la manière dont la caméra va parfois filmer certains regards, certains manuscrits, certaines gouttes d'eau sur des branches, certaines feuilles, le bruit des vagues, la nuit, la lune. La manière dont la série va filmer ces choses-là en prenant son temps crée un sentiment de poésie assez fort qui reflète le développement des personnages à chaque fois. C'est jamais fait au hasard. C'est pas la plus grande mise en scène ou la plus belle photographie de l'histoire des séries. Peut-être ils auraient dû améliorer un peu ça. Ça reste assez basique dans beaucoup de séquences. C'est peut-être l'une des déceptions de la série. C'est la mise en scène qui va pas assez loin. Mais elle est vraiment efficace à permettre de partager cette ambiance, ces conflits, cette intensité, juste souvent par des chants contre chants. Mais je pense que la grande force de la série, c'est surtout
surtout le scénario plutôt que la mise en scène. Mais la mise en scène fait un bon travail pour l'ambiance et nous plonger dans l'univers, même s'il n'est pas parfaite et manque un peu d'idées d'originalité, elle est extrêmement efficace et pour une série ça reste top. Et justement cette poésie, elle permet de caler une sorte d'ambiance de calme avant la tempête et surtout quelque chose d'un peu plus introspectif par rapport aux personnages qui se demandent c'est quoi leur place dans le monde. Beaucoup d'entre eux sont en train de vivre une vraie évolution et c'est ça qui est fort. Premièrement, les acteurs sont tous géniaux, personne n'en fait des caisses, tout se joue dans la subtilité, même si c'est pas toujours subtil, sauf le Britannique qui lui en fait des caisses, mais c'est le but, c'est un peu son rôle. Mais les regards, la manière dont certains visages doivent rester figés, parce que sinon tu révèles un peu ce que t'as derrière la tête. L'acting est super, parce que t'as l'impression que tous les personnages ont une longueur d'avance, et en même temps ils ne peuvent pas la montrer. Donc la subtilité règne dans la série, en tout cas d'un point de vue l'acting, et c'est ça qui est fort. Même si évidemment il y aura toujours un peu des troubadours qui vont faire du bruit, qui vont être un peu plus excentriques, mais ils sont généralement pas toujours punis. Les personnages sont vraiment développés, que ce soit leur passé, leur motivation, leurs secrets, leur relation, leur alchimie qui est toujours top à chaque fois. T'adores voir beaucoup de personnages entre eux, que ce soit parce qu'ils te font plaisir tout simplement, ou parce que tu sais qu'il y aura une sorte de tension que t'aimes voir en tant que spectateur. Et du coup, ça crée quand même pas mal d'émotions dans beaucoup de séquences. Et une phrase que j'ai beaucoup aimée vers la fin de la série, qui symbolise beaucoup cette série justement, c'est le rapprochement entre le mot foi et espoir, et à quel point les deux vont ensemble dans la série. Donc c'est bien joué, les personnages sont bien développés, bien écrits, tu t'y attaches. Il y a de l'émotion. Oui, je regrette un peu le manque de musique. Je pense que la musique aurait aidé d'un peu plus nous plonger dans l'univers. Et certains épisodes sont un peu moins percutants que d'autres. Mais il y a toujours des cliffhangers, t'as toujours envie de voir la suite. Et le binge-watching se fait très facilement. Donc pour conclure, Shogun, c'est vraiment génial. C'est une excellente série, imparfaite à cause de petits problèmes d'effets spéciaux, de mise en scène, et un rythme qui n'est pas parfait non plus. Mais c'est pour l'instant, avec quand même pas mal de compétitions d'autres séries comme Replay, la meilleure série de l'année. Pour l'instant, on est en avril, il y a le temps. Mais pour l'instant, je suis vraiment impressionné. Ils ont fait un super travail. C'est une mini-série, du coup elle est finie. Mais il faut garder en tête qu'il y a plusieurs livres qui existent de l'auteur, donc pourquoi pas d'autres adaptations. La série pourrait continuer en soi, mais ça serait un peu gâcher toute l'idée derrière la série elle-même. Donc ils vont sûrement pas faire de saison 2, même si la série a du succès, même si elle sera sûrement nommée à plein de récompenses. Je suis très content de ce que j'ai vu là, j'aime beaucoup la série, et honnêtement, si vous aimez les séries politiques, les séries avec beaucoup de stress et de tension, et si vous aimez, j'imagine, ce qui n'est pas forcément mon cas, l'ambiance Japon féodal, vous allez kiffer. Et dans ce cas-là, c'est une chaude recommandation. Par contre, si vous voulez une série d'action, si vous voulez voir Game of Thrones, vous allez pas voir ça. Les créateurs vous le diront eux-mêmes, ça se rapproche plus d'un House of Cards qu'autre chose et ils ont un peu raison. Donc si vous voulez voir House of Cards japonais, foncez. Maintenant, je vais passer en spoiler. Ce qui est intéressant avec un personnage comme Yabushige, c'est qu'il fait justement un petit peu le troubadour et tu vois que sa loyauté n'est pas aussi stable, disons, que beaucoup de personnes et c'est aussi pour ça qu'il est puni. Parce qu'il essaie toujours de couvrir ses arrières et la manière dont il fait ses nombreuses alliances lui coûte sa vie, mais il en est conscient. Je pense que ce personnage-là s'attendait pas à survivre à la série. Je pense qu'il fait ce qui lui semblait moralement intéressant, tout en essayant de jouer un peu la case du mec qui veut arriver un peu au sommet avec ses différentes alliances, mais il est difficilement détestable, même s'il joue plusieurs cartes. Il a quand même émotionnellement quelque chose dans son cœur qui fait qu'il avait perdu confiance dans le système. C'est pour ça qu'il veut partir à la fin du Japon. C'est qui sait qu'il va se faire tuer de une. Et surtout, j'ai l'impression que c'est pas le genre de personne qui aurait dû être japonais entre guillemets et il se rapproche plus de John. John qui à ce moment-là avait déjà complètement changé de bord entre guillemets et qui a accepté que maintenant il allait s'adapter aux coutumes japonaises. Mais il reste quand même appréciable, même si c'est vrai que c'est difficile de lui faire confiance. Et c'est là que John est intéressant parce que John, toute la série en tout cas, tu vois que cette culture l'intéresse. Tu vois que sa vie au Royaume-Uni n'est pas ce qu'il veut. Tu vois qu'il perd de plus en plus l'intérêt de la guerre contre les Portugais. Tu vois qu'il s'attache justement à cette culture via ses émotions et il trouve une vraie injustice dans cette culture qu'il a aussi un petit peu envie de réparer. Mais même s'il s'adapte à cette culture de plus en plus, il perd jamais son identité et c'est pour ça que ça en fait quelqu'un d'important à préserver. Parce que mine de rien, les Japonais apprécient son identité et voient la force de son identité. Même s'ils le détestent parce que c'est un étranger, ils respectent pas leurs coutumes, il y a un côté d'eux, surtout avec Buntaro, qui maintenant a accepté le fait qu'il y avait une vraie rivalité entre lui pour l'amour de Une, mais pas que. Il a accepté un peu les forces et il a compris qu'il peut aussi apprendre de lui comme beaucoup de personnes. Et justement, le fait qu'il cède à la fin est symbolique de Une, mais c'est pour représenter une nouvelle ère, surtout d'alliance entre deux peuples. Je dis pas que les Royaumes-Unis et le Japon vont faire alliance littéralement, mais une cohésion entre deux civilisations qui sont vraiment différentes et qui peuvent apprendre entre elles. En fait, c'est ça, le fait qu'il prenne constamment son destin entre ses mains, contrairement à beaucoup de Japonais qui acceptent que les autres prennent leur destin pour eux, lui s'est toujours battu pour son destin. Et ça, c'est quelque chose que les Japonais respectent beaucoup, même s'ils pensent qu'il est incivilisé. Ça se voit avec Mariko, qui en plus de l'accepter, est encore plus attachée à lui. Alors, il y a le côté aussi religieux qui aide, mais ça lui change complètement de ce qu'elle connaît. Et elle cherche aussi une sorte d'échappatoire de cette culture japonaise qui lui a fait beaucoup de mal. Et ça plaît surtout à Toranaga, qui lui utilise son savoir, en profite pour dominer cet homme, parce que c'est lui qui l'empêche de partir, qui veut l'utiliser comme un outil, parce qu'il comprend qu'aujourd'hui au Japon, pour gagner, dominer, il faut utiliser tout ce que tu peux pour l'emporter sur tes ennemis. Et c'est exactement ce qu'il fait.
Toranaga, et c'est un peu l'idée de la série, est l'une des personnes qui sacrifie le plus. Il a perdu son fils, même si c'était pas volontaire. D'ailleurs, il participe à ses funérailles au loin, certes. Il a perdu son meilleur ami. Là, c'était un peu plus sa faute. Mais il utilise tout le monde pour arriver à ses fins. Vu qu'il était traumatisé de la guerre, il ne veut pas aller à la guerre, parce qu'il la connaît depuis qu'il est tout petit. Il a envie de créer un shogunat de paix, même si ça veut dire tout utiliser pour en arriver là. Et c'est d'ailleurs aussi le seul qui utilise les femmes. Tous les autres hommes, sauf lui et John, évidemment, utilisent les femmes d'une manière qui n'est pas toujours respectueuse et sans comprendre leur vrai pouvoir. Il y a juste Toranaga qui l'a compris et qui les utilise vraiment sans vouloir les dominer non plus. Entre guillemets, sans vouloir les dominer, parce qu'il y a quand même une question de domination dans l'histoire. C'est justement en utilisant tout ça, en ayant des espions par exemple, en utilisant tous ces outils, c'est lui qui le comprend et il comprend aussi que la paix demande des vrais sacrifices. Et plus tu sacrifies, plus tu réussis. Et c'est pour ça que le personnage de Mariko est intéressant, parce qu'elle a accepté que sa vie allait avoir un objectif plus grand que prévu initialement. C'est une rescapée d'un homme détesté et elle n'avait aucune raison de vivre autant. Mais du coup, elle trouve un sens dans sa vie, dans la religion, mais aussi dans son service, aussi un petit peu dans l'amour, c'est vrai, qui fatalement la libère et lui offre une belle mort, justement. Parce qu'elle est consciente de l'importance de ses actions et c'est quelque chose qu'elle voulait aussi depuis longtemps. Tous ces gens-là sont un peu en recherche de but dans leur vie. Ils ne savent pas qui veulent être. Mariko ne le savait pas avant un long moment, jusqu'à ce qu'elle accepte son sacrifice. John ne savait pas ce qu'il voulait faire dans sa vie, la manière dont il parle de son passé, son pays, et la manière dont il s'intègre à la culture japonaise. Il ne savait pas, tellement qu'à la fin, il ment à Toranaga pour demander la mort et sauver d'autres personnes. Et Toranaga, lui, son objectif ultime, tu penses qu'au début, c'est littéralement respecter les volontés de son ami, qui est mort au tout début de la série, dans un flashback, mais au fait, non, lui, ce qu'il veut, c'est la paix de une, quitte à manipuler, mentir et avoir des longueurs d'avance. Mais en même temps, c'est le pouvoir qu'il veut aussi. Il veut être à la tête de ce shogunat. Toranaga, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a l'air bien plus sympa dans la série qu'il l'est réellement. Entre lui et Ishido, parfois, il a plus de compassion, plus d'éthique et de morale que Toranaga qui fait souvent des dingueries. Et c'est un peu ça la force de la série, c'est qu'il faut questionner un peu la loyauté, la banalité de la mort, le sacrifice. Et c'est là que la série est forte et intéressante. Dites-moi ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, c'est beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.